quand un petit garçon rôdait près de son bureau, refusant de laisser l'arrière de ses jambes toucher une chaise. Un concierge d'école vigilant a presque écarté cela comme une simple bizarrerie d'un enfant agité. Mais lorsqu'il a remarqué le léger tremblement dans ses jambes, un détail effrayant a tout changé, laissant entrevoir des ecchymoses secrètes cachées sous des vêtements trop grands. Avant de plonger dans cette histoire tendue et profondément émouvante d'un concierge silencieux qui a vu à travers les fissures d'un système d'accueil familial brisé, faites-nous savoir d'où vous regardez et si vous croyez que la détermination d'un seul adulte peut transformer la peur en sécurité. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires qui prouvent que l'empathie peut changer une vie pour toujours. Monsieur Wallace avait passé 14 ans à travailler à l'école élémentaire Highland Oaks, une école modeste située à la limite d'un quartier de banlieue qui se targuait de ses pelouses bien entretenues et de son personnel souriant. C'était le genre de concierge que la plupart des gens oubliaient au moment où il passait devant lui dans le couloir. Les enseignants lui faisaient signe de la tête, l'appelant parfois « monsieur » s'il prenait la peine de s'adresser à lui. Les enfants passaient en courant, généralement trop préoccupés par des amis qui rigolaient ou des urgences, des visites aux toilettes pour remarquer l'homme poussant une serpillière et un seau. Il aimait cet anonymat. Cela lui donnait la liberté d'observer sans la pression des bavardages constants. Il s'était un jour dit, en plaisantant, que si le bâtiment scolaire était la scène, il était l'équipe des coulisses essentielle au bon déroulement de tout, sans jamais s'incliner. Il commençait chaque matin à l'aube en arrivant avant presque tout le monde, déverrouillant les portes, vérifiant la chaufferie, allumant les lumières des couloirs pour que les couloirs brillent doucement au fur et à mesure que les professeurs entraient. Au fil des ans, il était devenu habile à anticiper les petits accidents de la journée. Un robinet cassé dans la salle d'art, un casier coincé près de la cafétéria, une ampoule grillée dans le laboratoire de sciences. Il était fier de sa minutie. Il savait exactement où trouver des luminaires de rechange, quelle porte grinçante avait besoin d'un peu d'huile supplémentaire, quelle section de sol s'éraflerait le plus facilement lorsque les enfants traînaient leurs chaises. Il savait également quel professeur arrivait tôt, se précipitant pour préparer la leçon du jour, et quels élèves parcouraient les couloirs en premier, peut-être parce qu'ils trouvaient plus de réconfort auprès d'un adulte qui ne leur demandait pas de résoudre des problèmes de mathématiques ou de lire à voix haute. Il prenait souvent des notes mentales sur ses enfants, ceux qui semblaient un peu perdus ou seuls. Bien que peu de gens se rendent compte qu'il leur prêtait une attention aussi particulière, il n'était jamais fier. Il croyait que son travail consistait à entretenir le bâtiment, mais silencieusement, en privé, il avait un code personnel. Soyez vigilants, soyez présents, et s'il sentait qu'un enfant avait vraiment besoin d'aide, il ferait ce qu'il pouvait. Au fil des ans, il était intervenu discrètement de petites manières, récupérant une veste perdue pour un enfant trop timide pour s'approcher des objets trouvés, laissant quelques mouchoirs supplémentaires près d'un enfant qui pleurait facilement, ou trouvant le bon professeur pour gérer une bagarre qu'il avait entendue dans le couloir. Rien de majeur, juste de petits gestes qui pourraient passer inaperçus pour quelqu'un d'autre. Mais cela donnait à M. Wallace le sentiment que son travail englobait plus que simplement balayer les sols et fermer les salles de classe la nuit. Au cours de ces 14 années, il avait rencontré sa part de comportements inhabituels. Les enfants étaient de petits humains compliqués. Certains étaient turbulents, certains étaient douloureusement timides, certains agissaient mal lorsqu'ils avaient faim ou étaient fatigués, et certains portaient le chagrin ou des fardeaux qu'ils pouvaient à peine nommer. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Owen Miller. Dès le début, Owen a attiré son œil pour une raison simple. Le garçon ne voulait jamais s'asseoir.
ni dans la cantine, ni sur le tapis du cercle pendant l'heure du conte, ni même au petit bureau qui lui était assigné. Il planait près des bords de la pièce, longeant les murs comme s'il voulait s'y fondre. À première vue, cela ressemblait à une forme d'agitation bizarre. Mais M. Wallace, qui avait vu de nombreux enfants agités au fil des ans, sentait autre chose, une tension silencieuse qui parlait, de problèmes plus profonds. Owen était petit, peut-être 8 ou 9 ans, avec une masse de cheveux noirs indisciplinés qui lui tombaient parfois dans les yeux. Il portait des vêtements qui semblaient soit des vêtements d'occasion, soit simplement des pantalons mal ajustés, un peu trop courts aux chevilles, des chemises qui tombaient maladroitement. Il avait généralement les bras croisés sur sa poitrine ou repliés derrière lui comme pour se protéger des coups invisibles. Les rares fois où M. Wallace apercevait son visage directement, il remarquait que les yeux du garçon portaient un regard hanté et vigilant, comme s'il s'attendait à une réprimande ou à une conséquence pire à tout moment. Dans les premiers souvenirs de M. Wallace, Owen restait dans les coins de la cafétéria. S'appuyant contre une table plutôt que de s'asseoir, il se tenait derrière ses camarades de classe en ligne, évitant le contact visuel direct. Chaque fois qu'un professeur demandait à Owen de s'asseoir, le garçon murmurait quelque chose à propos d'avoir des ennuis s'il restait assis trop longtemps. Cette déclaration a rendu M. Wallace perplexe. Qui punirait un enfant assis? Les professeurs peuvent encourager le mouvement, c'est sûr, mais il était tout aussi courant de les voir dire à un enfant hyperactif de rester assis. Les mots d'Owen suggéraient le contraire, comme s'il y avait une règle en dehors de l'école interdisant de s'asseoir. La curiosité de M. Wallace était piquée au vif, mais il savait par expérience que pousser trop fort pouvait effrayer un enfant déjà nerveux, alors il observait. À la récréation, Owen planait souvent près de la clôture, les bras enroulés autour de lui, jetant un coup d'œil nerveux chaque fois qu'un adulte s'approchait. En classe, pendant l'heure du cercle ou l'heure du conte, il se tenait sur le côté, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. L'enseignante, mademoiselle Downing, semblait s'être lassée de le cajoler. M. Wallace l'a entendu une fois murmurer à l'aide qu'Owen avait été signalé pour une possible provocation oppositionnelle. Elle a dit à l'aide. Il est tellement anxieux et cela passe pour du défi. Il refuse de faire des tâches normales. Nous avons juste pour tout documenter. M. Wallace a gardé cette phrase en tête. Documenter? Il se demandait combien de notes avaient été griffonnées dans le dossier d'Owen et combien de professionnels avaient balayé sa tension comme une simple mauvaise conduite. Un lundi matin, quelques semaines seulement après le début du nouveau semestre, M. Wallace s'est retrouvé dans le couloir devant la salle 6 où se tenait le cours de Mme Downing. L'agitation du week-end avait laissé le couloir en désordre avec de la compote de pommes renversée et des morceaux de poussière de craie des enfants plus âgés. Il avait installé son panneau d'avertissement jaune et avait commencé à essuyer les taches collantes sur le sol. Les enfants sont entrés un par un, déposant manteaux et sacs à dos dans leur casier avant d'entrer dans la salle de classe. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué Owen debout, complètement immobile près de son sac à dos, casier qui pendait d'une épaule. Ses jambes semblaient trembler comme si elles supportaient un poids bien plus lourd que sa petite silhouette. Les autres enfants ne lui ont prêté aucune attention, discutant ou fouillant dans leurs crayons et cahiers. Mais M. Wallace a vu le léger tremblement et a ressenti une soudaine secousse d'inquiétude. Prudemment, il a poussé. Il mit le seau à serpillière de côté et s'approcha du garçon. Il s'assura que son ton était doux et bas. « Hé, gamin !» dit-il doucement en essayant de projeter de la chaleur sans s'imposer. « Tu vas bien ?» Le regard d'Owen se leva, mais seulement pendant 1 seconde. Le garçon laissa échapper un souffle tremblant. Il marmonna quelque chose de si bas que M. Wallace dut se pencher. « Si je reste assis trop longtemps, »
murmura Owen. « Les bleus reviennent. » Monsieur Wallace se figea. Un picotement froid lui parcourut le dos. Ce n'était pas la déclaration d'un enfant ordinaire. « Des bleus ?» Il ouvrit la bouche pour en demander plus. Mais avant qu'il ne puisse, Owen se recula brusquement, accrochant ses doigts autour de l'étagère. Puis il disparut dans la salle de classe alors que Madame Downing appelait tout le monde à se rassembler. Monsieur Wallace se tenait là, le manche de la serpillière dans sa main, ressentant une vague d'alarme. Quelque chose dans le ton du garçon et la mention des bleus lui indiquait que ce n'était pas une ecchymose passagère due à une bagarre typique dans la cour de récréation. Cette nuit-là, dans le carnet à spirale usé qu'il gardait pour ses observations personnelles, son journal de presse-papier, comme il l'appelait, M. Wallace griffonna une ligne sur le comportement d'Owen. Il nota les jambes tremblantes, la mention des bleus, le sentiment de peur. Au fil des ans, il avait appris à ne pas se fier uniquement à sa mémoire. Il n'était pas un rapporteur obligatoire, contrairement aux enseignants et aux conseillers, mais il croyait qu'il fallait documenter tout ce qui pourrait éventuellement aider un enfant. Le lendemain, il demanda tranquillement à l'infirmière de l'école si elle avait des dossiers sur Owen. Elle secoua la tête d'un air résigné en disant qu'une préoccupation avait été déposée il y a des semaines concernant une possible négligence, mais qu'elle avait été rapidement rejetée. Manipulation comportementale selon la déclaration du tuteur d'accueil. L'infirmière grimaça. « Ce système est tellement cassé, » murmura-t-elle. « Nous l'avons signalé, mais cela n'a mené à rien. » Ce nom est apparu dans la brève note de l'infirmière. Le tuteur familial était un homme nommé Kurt Miller, un ancien entraîneur de football sans casier judiciaire. L'infirmière a dit qu'il semblait avoir pris un Owen après un bref passage dans une autre maison. Immédiatement, les soupçons de M. Wallace se sont approfondis. Il avait rencontré quelques familles d'accueil au fil des ans, de bonnes familles et d'autres qui semblaient moins attentionnées. L'idée qu'un enfant puisse être coincé avec un gardien qui causait ou autorisait des ecchymoses le rendait malade. Mais il n'avait aucune preuve directe, juste un extrait d'Owen à propos des ecchymoses et la note de l'infirmière à propos d'une préoccupation écartée. M. Wallace a décidé de surveiller encore plus étroitement. 2 jours plus tard, M. Wallace nettoyait les toilettes du garçon pendant l'accalmie de la mi-matinée. C'était généralement un moment calme. Les cours avaient lieu et peu d'enfants demandaient des laissez-passer pour le hall si tôt, sauf s'ils étaient au malade. Il a vaqué à ses occupations habituelles, frotter les éviers, vider la poubelle en fredonnant doucement pour lui-même. Puis il a entendu un bruit sourd provenant d'une des cabines. Il s'est arrêté pour écouter. Un son étouffé a suivi, comme un halètement étranglé ou un gémissement. Alarmé, il se dirigea vers la cabine la plus éloignée et remarqua une paire de petites baskets visibles sous la porte. Ils étaient immobiles. Il frappa doucement. « Hé, tout va bien là-dedans ?» Aucune réponse. Il poussa la porte de la cabine qui n'était pas verrouillée et trouva Owen agenouillé sur le sol carrelé, les bras enroulés autour de son ventre. La tête du garçon était baissée. Les yeux de M. Wallace s'écarquillèrent lorsqu'il vit que le dos de la chemise d'Owen était taché de petites taches de sang, comme s'il s'agissait d'une blessure fraîche ou de coupures rouvertes. L'horreur hocha la tête dans l'estomac de M. Wallace. Il s'accroupit immédiatement en essayant de parler calmement. « Que s'est-il passé, mec? Es-tu blessé ?» Owen frissonna, son souffle s'accéléra. Après un moment de tension, il parla dans un murmure tremblant. « Si je reste assis toute la journée, cela signifie que je suis paresseux. » Il dit « Les enfants paresseux ont le tabouret. » La confusion régnait dans l'esprit de M. Wallace. « Tabouret, que veux-tu dire, Owen ?» Le garçon hocha la tête, les larmes aux yeux. « Il y a un tabouret en bois à la maison. Si je bouge trop, il laisse des traces. » Il déglutit en étouffant un sanglot. « Il me frappa parce que je ne me tenais pas droit. »
M. Wallace sentit une vague de rage froide tourbillonner en lui, mais il se força à rester calme pour le bien du garçon. Il aida doucement Owen à se relever en prenant soin de ne pas toucher les points douloureux. Le garçon grimaça mais laissa M. Wallace le guider vers l'évier. « Nous allons te soigner », dit M. Wallace d'un ton apaisant. « Je dois prévenir quelqu'un. »« D'accord, nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. » Les yeux d'Owen s'illuminèrent de panique. « Non, il le découvrira, » balbutia-t-il d'une voix tremblante. M. Wallace plaça une main rassurante près de l'épaule du garçon sans le toucher tout à fait. « Ce n'est pas bien qu'il te fasse du mal comme ça. Nous veillerons à ta sécurité. » La peur dans les yeux d'Owen était déchirante. Cet après-midi-là, M. Wallace rédigea un rapport d'incident détaillé décrivant les blessures d'Owen, la référence au fait d'avoir été forcé de se tenir debout, la mention d'un tabouret qui avait laissé des marques. Il attacha une photo qu'il avait prise discrètement du sang sur le dos de la chemise d'Owen. Il détestait photographier un enfant en détresse, mais il sentait que c'était peut-être la seule preuve tangible qu'il pouvait fournir. Puis il apporta ces éléments à l'administration de l'école. Il n'était pas enseignant, mais il espérait qu'il verrait la gravité de la situation. La directrice adjointe, mademoiselle Carver, lut la déclaration avec un froncement de sourcils inquiet. Elle promit de la transmettre à l'agent de liaison du district pour la protection de l'enfance. M. Wallace quitta son bureau anxieux mais légèrement optimiste. Au moins, maintenant, il y avait des documents. 2 jours passèrent et aucune action immédiate n'était visible. Le 3e jour, mademoiselle Carver le tira, mis à part pour donner la réponse officielle, aucune blessure visible observée lors de la visite à domicile. L'enfant nie avoir peur. Le tuteur est coopératif. Aucune autre mesure recommandée. Les mots ont fait bouillir le sang de M. Wallace. Il a exigé de savoir comment cela pouvait être, aucune blessure visible. Étant donné la chemise tachée de sang, mademoiselle Carver a haussé les épaules, impuissante. On prétend que la chemise était une tache plus ancienne. L'enfant a apparemment dit qu'il était tombé en jouant dehors. Il n'y a aucune preuve directe de maltraitance et le tuteur n'a pas d'antécédent de violence. Le sous-texte était douloureusement clair. Le système prenait la parole du tuteur plutôt que celle d'un enfant ou d'un concierge. Cette nuit-là, M. Wallace était assis dans son appartement exigu, feuilletant ses notes, relisant les lignes sur les selles et les ecchymoses. Il se souvenait comment l'inquiétude antérieure de l'infirmière avait été rejetée de la même manière. On avait l'impression que quelque chose ou quelqu'un enterrait les rapports avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Il était furieux, mais aussi incertain de la manière de procéder. Il n'était pas un journaliste mandaté et les canaux officiels avaient échoué. Pourtant, il ne pouvait pas laisser tomber. Il pensait à Owen tremblant dans cette cabine de toilette à cause de la terreur silencieuse dans sa voix. M. Wallace décida que si le système ne cherchait pas plus en profondeur, peut-être avait-il besoin de rassembler plus de preuves sur ses propres preuves que personne ne pouvait ignorer. Il a conçu un plan. L'école avait une zone de dépose à l'avant où les parents ou les tuteurs récupéraient et déposaient les enfants chaque jour. Il y avait un petit placard à fournitures près de l'entrée du bâtiment, généralement utilisé pour stocker des solutions de nettoyage supplémentaires, et une poubelle roulante. Depuis la fenêtre étroite de ce placard à fournitures, on pouvait voir le trottoir où les voitures s'alignaient. M. Wallace pensait que s'il plaçait une caméra discrète activée par le mouvement dans cette fenêtre, il pourrait apercevoir comment Owen était traité au dépôt. C'était une décision risquée, probablement pas strictement autorisée, mais il a rationalisé que si un enfant était blessé, cela avait la priorité sur les préoccupations concernant la vie privée. Le lendemain matin, il a installé une petite caméra du genre qu'il avait autrefois utilisée pour la sécurité à domicile dans son ancien garage.
Il l'a inclinée de manière à ce qu'elle capture le coin du trottoir près du panneau étiqueté « Ramassage, dépose uniquement ». Il n'en a parlé à personne, pas même à l'infirmière. Les jours passaient sans aucune vidéo révélatrice. Owen arrivait toujours avec la même expression anxieuse, la même posture rigide. Il parlait rarement à l'homme qui le déposait, une grande silhouette aux larges épaules, vraisemblablement Kurt. Monsieur Wallace a passé au peigne fin les enregistrements de la caméra chaque soir, mais il a surtout vu Owen sortir de la voiture, puis remonter rapidement le trottoir. Aucune altercation physique n'était visible. Il craignait que les violences ferroviaires se soient produites à huis clos dans la maison. Puis, presque une semaine après avoir installé la caméra, il a trouvé ce dont il avait besoin. Il était tôt un matin. Le ciel était encore voilé par l'aube lorsque la voiture de Kurt s'est arrêtée. L'horodatage de la caméra indiquait 7h11. Owen est sorti lentement comme si chaque mouvement lui faisait mal. Puis le grand homme s'est précipité en avant, arrachant le sac à dos des épaules d'Owen. La force a projeté la tête du garçon en arrière. Monsieur Wallace a regardé avec horreur Kurt donner une violente claque à l'arrière de la tête d'Owen, le faisant chanceler. Le coup n'était pas visible sous tous les angles, mais la caméra en a suffisamment capté. Owen avait l'air hébété, avançant d'un pas tremblant. Puis Kurt lui a poussé le sac à dos. Le visage de l'homme était partiellement détourné de l'objectif, mais l'agression était indéniable. Owen et Kurt ont échangé des mots, bien que la caméra n'ait pas de son. L'enfant, son visage était un masque de peur. La confrontation n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à confirmer que des violences physiques avaient lieu. Le cœur de M. Wallace battait fort en revoyant. La vidéo, c'était la preuve définitive que les blessures de l'enfant n'étaient pas imaginaires. Il a transféré le fichier sur une clé USB en s'assurant d'en conserver une sauvegarde. Il a envisagé de le remettre à l'école, mais il craignait une autre dissimulation ou des démarches administratives. Il s'est souvenu du commentaire désinvolte de l'infirmière sur le fait que le système était en panne. Il avait besoin de quelqu'un qui agirait immédiatement. C'est à ce moment-là qu'il a pensé à sa sœur Diana. Elle n'était pas membre des forces de l'ordre, mais elle était une avocate dévouée du tribunal pour mineurs dans un comté voisin. Elle comprenait les lois sur la protection de l'enfance mieux que quiconque qu'il connaissait. Le soir même, il a conduit 1 heure pour la voir, ne voulant pas risquer d'envoyer les images par voie électronique. Il a tout expliqué. Les ecchymoses d'Owen, le rejet suspect des rapports précédents, les punitions au sel. Diana a écouté, la mâchoire serrée, les larmes de fureur dans les yeux. Elle a pris la clé USB en promettant de la partager avec un contact de confiance des services de protection de l'enfance. « Nous veillerons à ce qu'elle ne soit pas écartée », a-t-elle dit fermement. M. Wallace ressentit un soulagement. Au moins, maintenant, un avocat indépendant ferait pression pour une enquête. Il quitta son domicile avec plus d'espoir qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait pleinement, c'était à quel point le bouclier protecteur autour de Kurt était profond. Le contact de Diana découvrit que le beau-frère de Kurt travaillait au bureau d'accueil régional. Il avait apparemment signalé des plaintes antérieures concernant les placements en famille d'accueil de Kurt comme non fondés, ce qui leur permit de les clôturer rapidement. 3 autres enfants étaient passés par le foyer de Kurt au cours des 5 dernières années. Chacun d'eux avait été qualifié de provocateur ou de manipulateur, puis transféré dans un autre foyer d'accueil pour non-respect des règles. Aucun de ces cas n'avait déclenché un examen officiel, car les blessures ou les rapports de comportement négatifs étaient imputés aux enfants eux-mêmes. M. Wallace se sentit physiquement malade lorsqu'il apprit que cela s'était produit plusieurs fois. C'était un schéma organisé de fermeture des yeux
pour s'assurer que personne ne regardait de trop près les méthodes de Kurt. Mais les images que M. Wallace avait capturées étaient indéniables. Même si le beau-frère avait essayé d'enterrer la plainte, la vidéo existait comme une preuve visuelle flagrante. Sous la pression des associés de Diana et d'un audit interne, le comté a finalement pris des mesures. Dans les 72 heures, un nouvel assistant social a été affecté et un policier les a accompagnés au domicile de Kurt pour une inspection approfondie. Cette fois, aucune excuse superficielle ni aucun refus précipité n'a été accepté. Owen a été retiré de la maison ce jour-là. Son visage était un mélange de soulagement et de terreur lorsqu'il est monté dans la voiture de l'assistant social. M. Wallace aurait aimé être là pour le rassurer, mais il n'avait aucun rôle direct dans ce processus. Il ne pouvait qu'attendre des nouvelles. Le lendemain matin, la nouvelle du retrait s'est répandue dans toute l'école élémentaire Highland Oaks. Des murmures parmi les enseignants sont parvenus à M. Wallace. Owen était sorti de ce foyer, mais une complication encore plus pénible est survenue. Le système d'accueil était surpeuplé. Aucun lit n'était disponible dans les environs immédiats et l'étiquette sur le dossier d'Owen, provocateur, manipulateur, préoccupation comportementale élevée, a rendu les familles d'accueil potentielles méfiantes. De nombreux enfants du système ont été confrontés à ces difficultés, en particulier les enfants plus âgés, à la moindre mention d'agressivité ou d'anxiété. M. Wallace a ressenti une vague de frustration. Le système l'avait laissé souffrir et maintenant, même en cas de sauvetage, il le laissait dans les limbes. M. Wallace s'est débattu avec une idée qui semblait à la fois scandaleuse et inévitable. Postulant lui-même pour être le parent d'accueil d'Owen, il était célibataire, avec un revenu modeste, vivant dans un petit appartement d'une chambre. Il n'avait jamais envisagé l'idée d'accueillir un enfant, mais le garçon s'était accroché à lui d'une certaine manière, lui faisant confiance dans cette salle de bain, et M. Wallace se sentait responsable, comme si le destin l'avait placé sur le chemin d'Owen pour exactement cette raison. Après des heures d'introspection, il s'est approché de l'assistante sociale et a timidement proposé d'ouvrir sa maison à Owen, si cela signifiait que le garçon ne rebondirait pas dans un autre environnement dommageable. Elle a d'abord été surprise. Il a expliqué qu'il n'avait aucune expérience préalable en tant que famille d'accueil, mais qu'il avait un emploi stable, des références et aucun casier judiciaire. Il avait tranquillement économisé de l'argent pendant des années. L'assistante sociale ne l'a pas renvoyé d'emblée. Peut-être a-t-elle senti sa sincérité. Elle lui a dit que le processus nécessitait une approbation d'urgence, des vérifications des antécédents et une visite à domicile. Mais étant donné la pénurie de familles d'accueil, c'était possible. Au cours des jours suivants, M. Wallace a navigué dans un tourbillon d'entretiens administratifs et d'attentes nerveuses. Il a demandé des faveurs à un ami enseignant qui avait toujours admiré sa présence calme. Il a demandé à l'infirmière de l'école de se porter garant de lui. Il rangea son petit appartement de fond en comble en achetant un cadre de lit d'occasion pour transformer son salon en chambre de fortune. Il se sentait intimidé par le poids émotionnel de s'occuper d'un enfant traumatisé. Mais chaque fois que des doutes s'insinuaient, il se souvenait de la voix tremblante d'Owen dans la salle de bain, avouant à propos du tabouret qui avait laissé Marx. Ce souvenir lui volait sa résolution. Finalement, tard un après-midi, l'assistante sociale l'informa que l'approbation d'urgence avait été accordée sous réserve d'un contrôle plus approfondi plus tard. Il lui amènerait Owen ce soir-là. Le cœur de M. Wallace battait fort dans sa poitrine. Il ressentit du soulagement, de l'excitation et de la peur à la fois. Il avait préparé un petit dîner fouillé pour trouver des assiettes et des tasses qui pourraient déplaire à un enfant et mis des draps propres.
Mais alors même qu'il s'activait, le doute rongeait son esprit. Pourrait-il vraiment gérer les besoins émotionnels d'un garçon si visiblement marqué? Owen lui ferait-il confiance? Serait-ce suffisant pour assurer la sécurité de l'enfant? Il n'avait pas le temps de s'attarder sur ces questions trop longtemps. Une berline ordinaire s'est arrêtée devant son immeuble juste après le crépuscule. L'assistante sociale est sortie suivie d'Owen. Même sous la lueur du lampadaire, M. Wallace pouvait voir à quel point le garçon était pâle, à quel point sa posture était raide d'appréhension. M. Wallace monta sur le perron en essayant de projeter son calme. Owen serrait un sac à dos usé. Il ne parla pas jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte de M. Wallace. Puis, alors que l'assistante sociale s'attardait près de la voiture pour leur laisser de l'espace, Owen se tourna vers M. Wallace et dit d'une petite voix tremblante « Êtes-vous sûr que je peux rester? Je ne veux pas avoir d'ennui si je reste assis. » M. Wallace sentit les larmes lui piquer les yeux. « Vous n'aurez pas d'ennui, » dit-il doucement en guidant Owen à l'intérieur, « pas ici. » Il aurait aimé pouvoir promettre au garçon une vie parfaite, mais il savait que la route à venir pourrait être chaoteuse face aux aspects juridiques de l'affaire et au traumatisme de l'enfant. Pourtant, le sentiment immédiat de sécurité était un début. Le lendemain matin, il emmena Owen à l'école non pas comme un concierge solitaire croisant le chemin d'un élève tremblant, mais comme son parent d'accueil. Le personnel a remarqué que certains haussaient les sourcils de surprise, d'autres offraient des encouragements discrets. Il n'y eut pas d'annonce majeure ni de fanfare, juste une reconnaissance feutrée que M. Wallace s'était manifesté en temps de crise. Pour Owen, il semblait incertain de la manière d'agir, jetant un regard confus à M. Wallace, attendant peut-être une réprimande qui n'est jamais venue. Du côté pratique, une vague de complications est apparue. M. Wallace a dû ajuster son horaire de travail pour s'assurer qu'Owen avait une supervision. Le directeur a accordé une certaine flexibilité en le laissant venir plus tôt pour terminer les tâches de nettoyage importantes afin qu'il puisse superviser Owen après la fin des cours. Les enseignants, remarquant le changement, semblaient devenir plus sympathiques envers Owen. Certains se sont même excusés de l'avoir qualifié de provocateur, mais la bureaucratie scolaire a avancé lentement. La vraie victoire était qu'Owen n'arrivait plus avec cette tension redoutée dans les épaules. Petit à petit, M. Wallace a vu la posture du garçon se détendre. La première fois qu'il a vu Owen s'asseoir calmement sur un banc de la cafétéria, bien que prudemment, il a ressenti une étrange vague de joie. Le garçon a regardé autour de lui comme s'il s'attendait à un coup, mais aucun ne vint. M. Wallace a réalisé à quel point le concept de simplement s'asseoir devait être étranger pour Owen sous le règne de Kurt. Pourtant, les ombres des abus ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Owen se réveillait parfois en sursaut de cauchemar ou se figeait si M. Wallace se déplaçait accidentellement trop vite autour de lui. Il y avait encore des formalités à gérer. L'affaire de protection de l'enfance était en cours et Kurt faisait face à des accusations potentielles d'agression, en particulier après que les images vidéo et les plaintes précédentes aient été réévaluées. Le fiasco concernant l'implication du beau-frère se profilait également. Des rumeurs suggéraient que des enquêtes plus approfondies pourraient faire tomber une chaîne de négligence au sein du système d'accueil local. M. Wallace a essayé de ne pas s'attarder sur cela, se concentrant plutôt sur la création d'un environnement stable pour Owen. Il cuisinait des repas simples, lui montrait comment faire de petites tâches sans crainte de punition et le laissait regarder des dessins animés le soir si ses devoirs étaient, parfois, il s'asseyait dans un silence confortable, une expérience entièrement nouvelle pour un garçon qui avait vécu dans la terreur de rester assis. À l'école, le personnel qui avait autrefois qualifié Owen de peu coopératif
a commencé à remarquer de petits changements. Il levait les yeux de temps en temps lorsque quelqu'un s'adressait à lui et il parlait parfois en phrases courtes plutôt qu'en chuchotant des réponses. Son professeur, Mademoiselle Downing, a dit à M. Wallace qu'Owen semblait plus disposé à participer aux discussions en classe, même s'il se tendait toujours si on lui demandait de rester assis trop longtemps. L'infirmière a signalé que certaines de ses ecchymoses étaient guéries et de nouvelles n'apparaissaient pas. M. Wallace trouvait une satisfaction tranquille dans ces signes de progrès, bien qu'il n'ait jamais baissé la garde. Il se souvenait avec quelle facilité le système l'avait ignoré auparavant. Il était déterminé à ne pas laisser cela se reproduire. Un jour, après que la cloche finale ait sonné, M. Wallace rassemblait son chariot de conciergerie pour nettoyer une salle d'art en désordre lorsqu'il trouva Owen qui l'attendait dans le couloir. Le garçon serrait un morceau de papier colorié avec des crayons. Il hésita, puis le tendit. M. Wallace le prit avec précaution, ne sachant pas à quoi s'attendre. C'était le dessin d'un grand tabouret peint en bleu et vert, sans clous menaçants, ni bords qui pourraient donc laisser des marques. En dessous, Owen avait griffonné « Ceci est un tabouret sûr, pas de mal ». M. Wallace cligna des yeux, sentant une boule dans sa gorge. Il hocha lentement la tête. « Merci d'avoir partagé cela, mon pote. Tu veux me l'expliquer ?» Owen haussa les épaules, les yeux baissés. « Si tu as un tabouret, il ne devrait pas être pour faire mal. Il devrait juste être pour s'asseoir, » murmura-t-il. M. Wallace posa une main douce sur l'épaule du garçon. « Je suis d'accord. Je ne laisserai plus rien t'arriver comme ça. » Le garçon hocha la tête, une petite étincelle de confiance dans son regard. Cette confiance a été mise à l'épreuve quelques jours plus tard lorsque la nouvelle a circulé que Kurt avait l'intention de faire appel du retrait d'Owen de sa garde. Il a affirmé que l'enfant était mentalement instable et avait inventé des histoires. M. Wallace s'est préparé à une éventuelle bataille juridique, craignant que le vernis de crédibilité que Kurt avait auprès de certains responsables puisse éclipser les nouvelles révélations. La peur qu'Owen soit forcé de retourner dans cet environnement a retourné l'estomac de M. Wallace. Diana lui a assuré que l'épreuve était accablante, en particulier les images de la gifle. Elle croyait également que le scandale découvert concernant le beau-frère discréditerait les affirmations de Kurt. Pourtant, les roues de la bureaucratie pouvaient tourner de manière imprévisible. Pendant ce temps, M. Wallace a maintenu sa vigilance silencieuse, équilibrant son double rôle de concierge et de figure d'accueil. Il ne se voyait pas comme un père, mais plutôt comme un gardien qui se trouvait être le seul adulte se tenant entre Owen et d'autres dommages. Pourtant, une protection paternelle a commencé à fleurir en lui. Il s'est retrouvé à parcourir les magasins d'occasion à la recherche de sweats à capuche de taille enfant qui lui allaient mieux, s'assurant qu'Owen avait un déjeuner décent à emporter chaque matin. Il commençait chaque journée en guidant Owen depuis sa voiture maintenant, plutôt que de le laisser traîner seul dans la zone de dépose. Le personnel, les voyant arriver ensemble, semblait presque touché par la transformation. Certains murmuraient que M. Wallace allait au-delà de ses attentes, un témoignage de sa nature modeste que personne n'avait deviné, et Owen s'ouvrit lentement. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la petite table pour 2 personnes dans l'appartement de M. Wallace, finissant un dîner de sandwich au fromage grillé, Owens parla du tabouret en détail. Il expliqua comment Kurt l'utilisait comme punition, le forçant à s'asseoir dessus pendant des heures, menaçant que, s'il bougeait, les bleus paresseux seraient pires la prochaine fois. M. Wallace sentait les cheveux se dresser sur sa nuque. Il demanda doucement « Est-ce que Kurt vous faisait ça souvent ?» Owen hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Il a dit que c'était pour mon bien », murmura le garçon. M. Wallace serra les poings sous la table, détestant qu'un enfant doive endurer une telle cruauté.
Dans les jours qui suivirent, une série de développements au bureau du district indiqua que d'autres choses se tramaient en coulisses. Le beau-frère a été placé en congé administratif dans l'attente d'une enquête interne. Plusieurs dossiers plus anciens de familles d'accueil qui étaient passés par la maison de Kurt ont été rouverts. Le fiasco tout entier menaçait de devenir un petit scandale, bien qu'éclipsé par des histoires plus importantes dans la région. Rien de tout cela n'importait vraiment à M. Wallace, si ce n'est de s'assurer qu'Owen ne passe pas à nouveau entre les mailles du filet. Il était prêt pour assurer la sécurité du garçon, même si cela signifiait se lever lors d'une audience pour expliquer les blessures de l'enfant. Bien que l'idée de parler en public le mettait mal à l'aise, il s'est volé pour cela. Pendant ce temps, la vie quotidienne à Highland Oaks continuait. M. Wallace a débranché les canalisations bouchées, a remplacé les tubes lumineux vacillants, a essuyé les éraflures sur le sol du gymnase. Les enseignants ont continué leurs cours. Les enfants, y compris Owen, ont fait face au tourbillon habituel de projets scolaires et de drames de Miles, de déjeuners perdus, de tests d'orthographe, de présentations de groupe. La différence était qu'Owen avait maintenant un petit ancrage en M. Wallace. Une fois que Mlle Downing a confié qu'Owen avait volontairement rejoint un petit groupe de lecture assis à la table, il bougeait beaucoup, a-t-elle admis. Mais il s'asseyait, c'est énorme. M. Wallace ressentit une vague de fierté pour le garçon. C'était une victoire, aussi petite soit-elle. Au fil des semaines, la tension autour de l'affaire judiciaire montait. Grâce aux mises à jour de Diana, M. Wallace apprit que Kurt redoublait d'efforts pour sa défense, insistant sur le fait que la vidéo avait été sortie de son contexte, que la gifle était une tape ludique et qu'Owen était un menteur habituel. Mais le nouvel assistant social et le défenseur des mineurs étaient déterminés à montrer le schéma des abus. Ils avaient d'anciennes déclarations d'autres familles d'accueil, autrefois enterrées, mais maintenant récupérées. M. Wallace ne pouvait qu'espérer que le juge verrait à travers la façade de Kurt. Il s'inquiétait de l'état émotionnel d'Owen. Le garçon demandait parfois si cet homme reviendrait pour l'emmener. M. Wallace le rassura du mieux qu'il put, mais la question les orienta tous les deux vers un hochement de tête. Le moment culminant eut lieu un mercredi après que M. Wallace eut nettoyé un important déversement d'eau dans la cafétéria. Il entra dans le bureau principal et trouva Mlle Carver, la directrice adjointe, lui faisant signe de venir. Elle avait une expression soulagée. « Ils ont classé l'affaire », dit-elle à voix basse. « Kurt a perdu son appel. Les accusations sont officielles. Owens ne va nulle part. » M. Wallace ferma brièvement les yeux, expirant longuement, sans s'en rendre compte. Le soulagement était immense. Il imagina le visage anxieux d'Owen et le spectre du tabouret. Maintenant, le garçon pouvait guérir sans cette menace imminente. Mademoiselle Carver serra l'épaule de M. Wallace. « Je voulais juste te dire merci, » murmura-t-elle. « Tu as fait plus que ce que tu attendais. » Le reste de la journée fut surréaliste. M. Wallace vit Owen dans le couloir après les cours, fouillant dans son casier. Il s'approcha, le cœur battant la chamade. Le garçon leva les yeux avec lassitude, puis remarqua le doux sourire de M. Wallace. Ils dirent « Je peux rester ». Owen murmura, les larmes aux yeux. M. Wallace hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Il posa une main légère sur le dos du garçon, soucieux de ne pas le surprendre. « C'est vrai, » dit-il. « On rentre à la maison dans un instant. Et si tu as envie de t'asseoir sur le canapé ce soir, tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. » Un sourire hésitant et tremblant se dessina. Le visage d'Owen. Il ne parlait pas, mais le soulagement dans ses yeux était suffisant. Et ce soir-là, alors que M. Wallace fermait l'école et guidait Owen vers la sortie, il sentit le poids de mois d'inquiétude s'alléger. Il réalisa
que l'enfant qui refusait autrefois de s'asseoir était enfin libre de se reposer sans peur. Les lumières du couloir s'éteignirent derrière eux et les portes vitrées reflétaient la petite silhouette d'Owen à côté du concierge silencieux, qui avait remarqué ce que personne d'autre n'avait remarqué. Ils marchèrent ensemble dans le parking sombre, côte à côte, un duo étrange mais inébranlable. Owen s'arrêta à la voiture, se tournant pour regarder M. Wallace. Le garçon demanda doucement « Pouvons-nous regarder un film ce soir ? Je vais m'asseoir sur le canapé. » La voix de M. Wallace se brisa. « Ouais, mon pote, » dit-il d'une voix rauque. « On peut absolument. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'histoire, aimez cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait et abonnez-vous pour